proposé, c'est les esclaves de l'Europe chrétienne aux sous-hommes de l'Europe éclairée. Il y a rien de blasphématoire dans l'annoncé, mais je vais quand même essayer de l'étayer et de le légitimer. 2 chapitres dans mon histoire, dans l'histoire que je vais rafraîchir une seconde, un chapitre africain, un chapitre américain. Alors, commençons par l'Afrique. Confortée par la Bible et par des bulles papales, lorsqu'elle doit modifier les cartes d'Afrique en fonction des exploits de la navigation portugaise notamment, l'Europe chrétienne revisite les notions de servitude et d'esclavage afin d'accueillir, dans une perspective de rédemption et de salut, des hommes qu'elle songe en même temps à intégrer dans une perspective de conquête et d'asservissement. Ce sont des hommes, ce sont des fils de Dieu, mais ils n'ont pas de chance, leur lot est la captivité. N'entrons pas ici dans les détails permettant de distinguer en droit civil et en droit canon et en pratique médiévale le serf, le captif, l'esclave. Ces termes ne se valent pas, contrairement à ce que prétend une historiographie indexée à des schémas idéologiques bien précis et généralement acceptés. Le christianisme succédant à la civilisation romaine a beau faire les beaux jours des servages, il ne débarrasse pas définitivement l'Europe de l'esclavage. De l'esclavage qui ne sera plus la base incontournable de l'économie, mais qui subsiste mieux que de façon résiduelle ici et là. Du fait des guerres constantes entre chrétiens et musulmans, le statut de captif conviendra généralement aux morts, M-A-U-R-E-S, aux noirs, tout naturellement, convient l'esclavage. L'exégèse biblique l'impose. Sans fermer le chapitre précédent, j'ouvre maintenant le chapitre américain. L'Europe chrétienne doit une fois de plus revoir l'ère de son anthropologie lorsque ce chapitre débute. Les Noirs, faisant gros et grossier pour aller vite, étaient intégrés dans le récit biblique, plus exactement dans les exégèses, car grâce aux effets de la malédiction de Canaan, le fils de Cham, les enfants de Canaan seraient les esclaves des fils de leurs oncles Sem et Japheth. Et tout roule. Et par conséquent, des hommes, ça oui, ça l'Église y tient, des hommes à l'humanité accomplie et susceptibles de salut après leur mort. Donc, on insiste, des hommes, certes, des esclaves, hélas. Mais que faire des Indiens avec le chapitre américain? Hommes, pas hommes, naturellement libres, esclaves par nature. On dérange de nouveau la Bible, qui ne semble d'aucun secours. Il y a Aristote, censé avoir réponse à tout. Et c'est dans la tourmente qui produit, entre autres effets, celui capital de la controverse de Valladolid, opposant le thomiste Las Casas et l'aristotélicien Sepúlveda, que dans les réponses à ces questions, fondamentales pour une exploitation raisonnée et à venir des Indes occidentales, l'on aperçoit une manière de cristallisation du débat. Que dit Valladolid? Les Indiens sont des hommes à l'humanité accomplie. Ils sont naturellement libres. Ils sont donc évangélisables. Ils sont susceptibles de salut éternel. Telle sera la position officielle du catholicisme à leur égard, à laquelle la réforme n'apportera aucune modification relevable. Telle sera, pour faire court, la position de l'Europe, conforme à celle de l'Espagne, hégémonique alors dans le continent et aux Indes. Mais, parce qu'il y a toujours un mais lorsque les choses commencent bien, mais contre Las Casas, intransigeant, intraitable sur l'humanité parfaite, la rationalité totale et la liberté pleine des Indiens et des Noirs, car on oublie souvent la célèbre phrase de Las Casas, il en est des Noirs comme des Indiens, et il est bon de la rappeler. Donc, et des Noirs, des arrangements théoriques
dans le système d'exploitation dit l'encomienda et le rituel tragicomique de captation appelé requerimiento, des arrangements donc seront mis en place pour asservir néanmoins en toute légalité les frères païens ou devenus chrétiens d'au-delà des mers, dont le statut de encomendados ou d'autres de semblables acabis ressemble au plan social et économique, sinon sèchement juridique, au statut d'esclave, comme deux gouttes d'eau se ressemblent. Bref, liberté totale, rationalité complète, mais système d'encomienda et par conséquent, vous voilà les fers aux pieds. Résumons donc le schéma chrétien médiéval. Je le résume encore un peu plus si je peux. S'il y a une place dans une seule et unique économie de salut, à l'intérieur du schéma scripturaire et idéologique euro-chrétien pour les Noirs, sauvages, et pour les Indiens, asservis au diable, asservissement dont il faut les libérer, il n'y en a pas, il ne saurait y en avoir, pour des sous-hommes, pour des homunculi, pour des brutes plus ou moins anthropomorphes, vivant aux lisières du monde d'une humanité accomplie. On est un homme ou on est une brute. Il n'y a pas de zone imprécise, indéterminée pour des sous-hommes susceptibles de s'humaniser en traversant cette zone pas à pas ou d'un bond. C'est selon ce schéma, ou bien que l'Europe médiévale gère ses esclaves. Le mot, qu'on se souvienne, renvoyait à slave, les pièces des traites transeuropéennes de signes chrétiens, juifs, musulmans, parce qu'impliquant ces trois mondes pour en assurer le suivi et précédant ces traites intra-européennes dont on ne parle jamais, précédant la traite transatlantique dont nous parlons et nous avons raison de parler. Mais le tout dans ce schéma euro-chrétien médiéval, le tout avec une massive et constante mauvaise conscience. Ce qui est capital, ici, là, dans l'endroit où nous sommes aujourd'hui. C'est capital pour notre approche, aujourd'hui, auprès des instances européennes, avec un but politico-juridique bien précis. Mauvaise conscience. Comme si cette Europe devinait, sentait, savait qu'il y avait de la triche et des paralogismes, du mensonge en clair, dans cette vision des choses. On ne compte pas, dans l'esclavagisme médiéval intra-européen, on ne compte pas les affranchissements décidés et notariés, les dispositions testamentaires des propriétaires bien blancs et bien chrétiens, affranchissant à l'article de la mort, explicitement pour le salut de mon âme, des esclaves dont ils avaient eu l'avantage d'user et d'abuser, utendi et abudendi, la formule latine, selon leur bon plaisir. En clair, dans ce schéma, il n'est pas juridiquement interdit d'avoir des esclaves, d'en user et d'en abuser, la loi le permet. Mais, il est moralement injuste d'user et d'abuser de l'assujettissement complet d'autrui au risque de compromettre son salut. Il est donc hautement recommandé d'alléger la conscience de ce forfait, qui, je me répète, n'en est pas un juridiquement, avant de comparaître devant le juge suprême. Retenons donc cette licéité juridique, qui ne sera pas pourtant du goût de tous, et il en sera question, je crois, dans les prises de parole à cette table. Donc cette licéité juridique, qui ne sera pas pourtant du goût de tous, et cette sorte d'illicéité morale, proche parente de la prévarication, dont la casuistique fera son pain pour l'apaisement des esprits. À l'orée des siècles de la Grande Traite, ce schéma théologique réussissant à panacher économie de salut et économie de production, l'esclavage aidant, se trouvera aussitôt intégré dans les lois et décrets des cours européennes et dans les dispositions des compagnies marchandes aux règlements et lois permettant en toute légalité, bien que, on le découvrira aussi, des instances juridiques d'ici et là se fassent souvent prier pour parapher cette légalité, donc permettant en toute légalité de réduire à l'esclavage les Noirs déportés, de proclamer la transmission de la condition d'esclave par filiation à perpétuité de génération en génération. Désormais, ce n'est plus Rome
ni la Réforme, ni Canterbury qui parlent. Ce sont les rois qui tous, certes l'idéologie dogmatique de ces aidants, ont un rapport direct avec l'Éternel par l'opposition des mains épiscopales conjuguées aux effets de l'huile sacrée et de l'eau bénite. Mais le temps de l'hégémonie incontestée de la théologie touche à sa fin. L'Europe intelligente pousse à l'avènement du triomphe de la raison sur le préjugé. Théologie et marché s'étaient contentés d'un compromis de servitude et d'esclavage, cohabitant avec un seul et unique modèle d'humanité. L'heure est venue désormais des séries et des classifications, pour le dire avec les mots de Foucault, le temps des hiérarchisations, pour rappeler le langage de Buffon et des autres grandes sciences nouvelles d'alors, et de la toute neuve anthropologie, qui était encore un chapitre de l'histoire naturelle. On n'a plus que faire, sérieusement, on est entre des gens bien nés, bien élevés, et bien cultivés. On n'a plus que faire, sérieusement, d'une économie de salut, bien qu'il soit utile d'en garder la musiquette pour la bonne gouvernance des gens du commun, et des esclaves noirs, tant qu'on y est. Autant utiliser ce truc-là pour qu'ils se tiennent bien. Si l'héritage de Cham et de Canaan est d'une commodité conceptuelle indéniable, il ne saurait convenir à l'Europe qui a rangé la Bible au fond du tiroir à Baliverne. Oubliez aussi la controverse de Valladolid, à laquelle pourtant l'abbé Grégoire se référa un jour avec enthousiasme, dévotion et panache. Retour à Aristote, alors. Il était de bon ton de le considérer dépassé. Cela ne fait rien. On le ressort parce qu'il est bien commode. Il classifie et il distingue, lui, ce qui correspond au goût de lumière, au goût de l'Aufklärung, au goût de l'illustration, de toutes et chacune des traductions rationnelles de la guerre, ô combien légitimes aux préjugés. Mais les grands mots, les mots clés, applicables justement à l'humanité, faut-il dire aux humanités? Je crains que le goût des classifications à cette saison ne l'exige, sont désormais ceux de perfection, perfectionnement, perfectibilité, et leurs opposés, ce sont imperfection, manque, dégénération, dégénérescence. Au terme de l'analyse de l'éventuel apport aristotélicien et de son goût pour la classification, la notion d'esclavage par nature ne convient plus. On est sérieux, il n'y a pas d'esclavage par nature. Bien que Montesquieu s'y laisse presque prendre une fois et il se retire juste avant la fin. On laisse Montesquieu tranquille. Convient en revanche la comparaison entre humanités diverses ou divers états substantiels d'humanité, autorisant classification et hiérarchisation. Simple corollaire logique, convient alors la détermination d'un modèle, d'un étalon, permettant de calibrer tout en comparaison à lui. Concluons, vous savez, convient la comparaison entre une humanité accomplie, celle du blanc européen, au sommet de la classification sur la triple échelle de la raison, de la beauté et de la bonté, et des humanités, soit irrémédiablement dégénérées, on ne sait trop pourquoi ni comment, mais on sait que le déclin bel et bien était provoqué un jour par un événement précis dont on ignore tout, soit susceptible de régénération, tout en savant dégrader, allant de la perfection physique et rationnelle de l'étalon, un corps perfectible au point moral, parfait sur les autres plans rationnels et anthropologiques, mais perfectible moralement. Donc, un savant dégradé allant de la perfection physique et rationnelle de l'étalon, un corps perfectible au plan moral, à la pitoyable dégénération physique, mentale, esthétique de ceux d'en bas de l'échelle. Et tout en bas, là où pourra-t-on lire chez quelques deuxièmes couteaux, les singes qui veulent aussi en être jouent des coudes avec des noirs. Faisons court désormais. Il faut à l'exploitation nouvelle, industrielle, coloniale de ces temps, une justification idéologique qui tient la route. Que l'épistémologie de ces temps, tout le 18e pour commencer, puisse intégrer à sa propre musique. On le sait, Rousseau en témoigne, on discute ferme
en son temps sur l'humanité ou la bestialité des nègres. Les catéchismes, n'en finissant pas de charrier leurs mythes, les humanisent et les soumettent en même temps. Les codes noirs, dans leurs diverses moutures, les bestialisent et les soumettent. Pourtant, on voit bien chez les philosophes, comme on le voyait chez les théologiens, que l'harmonie des discours et les kyrielles d'arguments ne résistent pas au spectacle affligeant, révoltant du quotidien du nègre, courbé à son travail, exploité à mort, conspué, marqué au feu, masqué au fer blanc, taillé, fouetté, torturé, amputé, pendu, explosé, brûlé. On pourra alléguer 1000 passages dans les écrits des Grandes Lumières implorant les puissants de renoncer aux cruautés inutiles et présistons souvent excessives et d'adoucir le sort des esclaves. Cruautés inutiles, mais extrême rigueur indispensable. Condorcet lui-même, hélas, s'il les surprend tout en plaidant pour un affranchissement par palier. Mais on n'aura aucun mal à relever les mots par lesquels ces mêmes grands, et je parle des Lumières, célèbrent les splendeurs du commerce, y compris celui qui nous occupe, y compris celui qui nous occupe. Donc, je le redis, on condamne ici et là les excès, pas la nature. Pourtant, les décennies succédant aux décennies, les régimes aux régimes, les compagnies aux compagnies, les courants philosophiques aux courants philosophiques, la révolution à la monarchie, en Europe éclairée, une vérité se dégage clairement. Tout comme dans l'Europe chrétienne, l'esclavage était moralement insupportable, irrécevable, et cela savait, et cela sautait aux yeux, malgré les tergiversations rhétoriques de la puissance insoutenue, dans l'Europe éclairée, pommadée celle-là, dans l'Europe et enfarinée, dans l'Europe éclairée, la sous-humanité légitimant l'esclavage était philosophiquement, culturellement irrécevable. Irrécevabilité imposée par le spectacle du calvaire quotidien, pluriséculairement quotidien, des enfants de Canaan. Les Noirs réduits à l'esclavage, des pioches, des pièces d'Inde, des singes, disait-on dans le vocabulaire. Que le noir n'était pas un singe, de cela, pardonnez-moi, le colon blanc s'en repaissait. Quand il traînait une esclave dans son lit, c'était avec une femme qu'il couchait, non avec la femelle d'un singe, non avec une guenon. La moralité de cette tragédie, longue de plusieurs siècles, dont les effets toujours agissants, toujours dramatiquement là, trament le vécu de tant et tant de descendants de Noirs déportés et réduits à l'esclavage. Cette moralité tient en peu de mots. Si par la mascarade du mythe, celle de l'Europe chrétienne, et par les témérités de la science de l'Europe éclairée, les puissants réussissaient à légaliser l'exploitation la plus monstrueuse, mythe et science échouèrent à légitimer moralement, éthiquement, le scandale. Les descendants des esclaves ont donc incontestablement le droit d'exiger aujourd'hui réparation pour ce qui, au cours des grands siècles, contrevenait frontalement aux impératifs moraux d'hier et aux réticences juridiques d'hier. Et pas, comme on le prétend trop souvent et comme on nous le jette constamment à la figure, de ceux et celles d'aujourd'hui qu'on aurait tendance à plaquer indûment aux réalités d'hier. Non, mesdames et messieurs, c'était déjà scandaleux hier. Il y avait déjà des réticences juridiques hier. On vous en parlera ici, mais que ne saurait le faire. Et je me garderai bien d'insister. Donc, ce droit est incontestable. Et parce que la continuité des États n'est pas une babiole rhétorique
mais une donnée philosophique et historique générant du droit, je parle sous le contrôle de Mme Eva Joly, les citoyens d'aujourd'hui avons incontestablement le droit d'exiger des États qu'ils revisitent leurs histoires et qu'ils fassent amende honorable, quels qu'en soient les prix. Pour finir, permettez-moi d'illustrer par 2 mots la connivence de la philosophie de la science d'hier, avec ou sans guillemets, philosophie et science, comme il vous plaira, avec les impératifs économiques du même moment, et par ces 2 mots, je vais essayer de me mettre préventivement à l'abri de ceux qui, parmi vous, jugeraient intenables mes propos sur l'Europe éclairée. Un mot de Montesquieu, avec qui tout commence, un mot de Kant, chez qui tout culmine et s'arrête. À l'aurore des Lumières, Montesquieu, avec lui, pas seulement la théorie de la séparation des pouvoirs, mais aussi, et surtout, pour ce qui nous occupe, surtout une nouvelle lecture des notions d'homme, de citoyen, de loi, de liberté. Et l'esclavage, alors, dit humain, c'est Montesquieu, c'est pas moi, dit humain. Nos colonies des îles sont admirables. Reviens. Au zénith de l'Aufklärung, Kant. Avec lui, la libération absolue des sujets. Et les Noirs, alors, libérés comme tous les hommes, s'ils sont des hommes. Mais sont-ils des hommes? Écoutons-le, il parle d'eux. Et nous sommes, j'insiste lourdement, nous sommes au sommet des Lumières. Après viendra la mécanique dialectique de Hegel. Mais là, mesdames et messieurs, c'est Kant, s'il vous plaît. Non, restez assis, mais, n'est-ce pas, déférence et tranquillité. C'est Kant qui parle. En considérant les notions non civilisées, on voit bien, si longtemps qu'elles restent au service des Européens, qu'elles ne peuvent s'habituer à leur manière de vivre. Ce n'est pas chez elles un noble penchant de liberté. Ce n'est qu'une certaine rudesse, puisque d'une certaine manière, l'animal n'a pas développé en soi l'humanité. L'animal n'a pas développé en soi l'humanité. Mesdames et messieurs, merci de votre attention.